Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission qui zoome sur la vie au travail. Alors c'est l'été, c'est le dernier plein cadre de la saison. Cadre Emploi a décidé de vous emmener en voyage, de faire vos valises, de passer les frontières, même si les aéroports sont pour la plupart fermés malheureusement. Claire Lacrose et Caroline Dupéret, ce sont deux jeunes baroudeuses qui ont fait un tour du monde du management et de ses innovations. C'est parti! Bonjour Claire. Bonjour Sylvia. Bonjour Caroline. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour les... On vous voit bien, voilà. Bonjour. Vous avez passé toutes les deux 6 mois à voyager dans 12 pays. Bon, je ne vais pas tous les énumérer. Islande, Danemark, Israël, Indonésie, Australie, Costa Rica. Vous avez terminé par lequel? Par le Maroc. Ah voilà, c'était le Maroc. Donc un voyage d'études en fait, puisque vous avez visité des entreprises pour étudier leur façon de travailler. Alors on va parler de management collaboratif, de pratique du feedback, de construction d'un esprit d'équipe notamment, parmi les questions que vous avez étudiées. Combien d'entreprises avez-vous vu, Claire? Environ une 60aine. 60, ah oui quand même. C'était l'année dernière, c'était dans le monde d'avant, il faut quand même le préciser, parce que là on n'a pas de masque et Caroline est à distance parce que voilà, crise sanitaire oblige, on ne peut pas être toutes les deux ensemble. C'était l'année dernière, vous étiez encore étudiante à l'EM Lyon, d'ailleurs vous êtes toujours étudiante, oui, toutes les deux d'ailleurs. Caroline aussi, vous êtes toujours étudiante à l'EM oui. Lyon. Business School, ouais. Exactement. Alors, vous aviez gagné un concours qui vous a permis de devenir la 3e équipe à voyager autour du monde, de baroudeuses. En fait, vous avez fait un truc dont tout le monde rêve, c'est-à-dire qu'on vous a payé votre voyage et vous avez pu découvrir plein de choses, c'est ça? C'est à peu près ça. Alors après, le financement, effectivement, ça passe par des entreprises qui sont sponsors, qu'il faut aussi... il y a des entreprises qui suivent historiquement et il y a des entreprises aussi à démarcher. Ouais. Mais oui, c'est ça, on a, par ce concours, gagné le droit de représenter les baroudeurs de l'innovation managériale et donc de partir pour cette Learning Expedition. Et pour notre plus grand plaisir aussi, parce que vous avez raconté vos découvertes, justement, dans une série de podcasts que je vous invite à écouter, qui a été produit par vos gentils sponsors. Alors j'en cite 2, c'est Media Meeting et la Maison du Management. Un nouvel épisode chaque vendredi, pendant 8 semaines, depuis le 12 juin. Ils sont tous disponibles sur des plateformes, toutes les plateformes, j'imagine. Oui, ça va de Spotify à site internet, toutes les plateformes. Ils sont partout, de toute façon, je vous remettrai les liens dans l'article. Ça s'appelle Les baroudeuses de l'innovation managériale. On écoute un petit extrait. Étape 6, Miami. Et nous poursuivons les aventures de nos baroudeuses avec cette fois-ci une aventure nord-américaine que les filles ont à nous raconter. Bonjour les filles. Hello. Vous avez parcouru, on peut le dire, le nord américain au sens très large du terme. À l'heure où nous parlons, vous êtes à Miami aux États-Unis. Avant cela, vous étiez à New York et avant cela encore, vous étiez, et on en avait parlé dans l'épisode précédent, au Canada. C'était juste un extrait pour donner envie d'aller écouter la suite. Alors moi, je vous propose, dans un premier temps, Claire, Caroline également, de faire un petit quiz des innovations managériales, d'abord par pays, puis après on parlera de vos coups de cœur aussi. Alors, vous répondez à tour de rôle, si vous voulez. On est en Islande. Comment s'appelle l'entreprise nationale que vous avez visitée en Islande? Landsvirkjun. Caroline, comment vous le dites, vous? Landsvirkjun. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'innovant, Caroline, dans son management, cette entreprise? Qu'est-ce que vous avez retenu de fort? Alors, c'est vraiment l'égalité homme-femme sur tous les plans. Au niveau du recrutement. Oui, c'est bien. C'est vrai qu'il y a un temps de latence, oui. Mais c'est pas grave. C'est une entreprise qui comprend, je crois, 300 employés, c'est ça, Claire? Oui, environ. Voilà, donc c'est une entreprise qui produit de l'électricité. Oui, par la géothermie, parce que c'est l'Islande, donc forcément, c'est une ressource qu'ils ont et qui est inépuisable. Et alors, ils ont fait un truc incroyable, c'est qu'en fait, ils ont promu l'égalité salariale, un peu grâce au mouvement MeToo. Racontez-nous. Oui, en fait, l'Islande, on dirait pas comme ça parce qu'ils sont tout au nord du globe et un peu isolés, mais ils sont très impactés par tout ce qui se passe dans le monde.
Et donc, ils ont été aussi touchés par le mouvement MeToo et ils se sont dit, tiens, on va regrouper tous nos employés et décider ensemble de 17 objectifs pour améliorer l'égalité homme-femme au sein de notre entreprise. Voilà. Donc, tous ensemble, ils ont décidé de ces objectifs. Ils ont organisé une soirée et ils ont fait remonter des propositions de la part des salariés. Et ça, je trouve ça absolument génial, parce qu'en fait, c'est un moyen d'impliquer tout le monde, y compris les hommes. Oui. Pour promouvoir l'égalité homme-femme. Alors Claire, au Danemark, vous avez rencontré une entreprise qui pratique le Hack Day. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, il s'agit de la startup Tomorrow. Donc là, une fois de plus, on est aussi dans l'énergie. Cette entreprise fait une plateforme qui permet de savoir en temps réel d'où provient l'énergie que l'on consomme dans chaque pays et avec quelles ressources elle a été produite. Et en fait, une fois par mois, ils organisent donc des Hack Days. C'est une journée où les employés vont avoir un temps libre qu'ils peuvent occuper de la façon qu'ils veulent pour soit améliorer les algorithmes de l'entreprise, soit améliorer le fonctionnement de l'entreprise. En fait, ils vont, pendant cette journée, se fixer un objectif à faire. Ils nous ont donné, par exemple, le cas d'un employé qui a fait le guide des employés Tomorrow, un peu comment se comporter, la culture de l'entreprise que doit représenter l'employé à travers ce guide. Enfin, vraiment. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue managérial? Ça fait quoi? Ça fait plus de cohésion d'équipe, c'est ça ou... Ça fait plus de cohésion d'équipe et ça donne aussi un challenge aux employés une fois par mois de se donner un objectif et de le réaliser en un jour, de pouvoir toujours améliorer aussi les processus de l'entreprise, toujours remettre en question cette entreprise. Et comme c'est une start-up, c'est super intéressant pour des start-up de toujours s'améliorer et regarder un peu les processus qui peuvent être améliorés. Et normalement, c'est vrai aussi dans les grosses boîtes, mais vous en avez peut-être fait moins des grosses boîtes au cours de votre voyage. Sur les 60 Sur les 60, je pense qu'on a fait à peu près moitié-moitié. Ah, quand même. Nous, on a quand même fait pas mal de grosses entreprises, mais aussi beaucoup de start-up, parce que ça nous intéressait aussi de voir comment les start-up évoluent, comment les grosses entreprises évoluent, mais aussi de voir aussi comment des start-up qui sont devenues des grosses entreprises ont évolué. Super, ouais, effectivement, c'est un sacré terreau. Caroline, on part en Israël, ça vous dit? En Israël, vous vous souvenez du nom de la boîte que vous avez visitée, où on peut venir avec son chien ou son perroquet? Alors, ça s'appelle Deep Instinct. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la cybersécurité. Et donc, tous les locaux sont aménagés vraiment pour le bien-être des employés. Et c'est vrai qu'il y a la possibilité d'emmener son chien dans l'entreprise. Donc, c'est assez incroyable, en fait. À savoir que Tel Aviv, c'est une entreprise où les chiens, où il y a le plus de chiens, en fait, concentrés. Voilà, donc ça donnait un côté assez vivant. Et d'après vous, ça sert à quoi en termes d'innovation managériale, enfin, en termes de vertu managériale? Qu'est-ce que ça apporte au bien-être des salariés, à l'ambiance dans l'entreprise et à la cohésion peut-être? Donc là, ça leur permet vraiment de se sentir comme chez eux. Dans le cas de Deep Instinct, ce sont surtout des codeurs. Donc ça leur permet aussi de s'octroyer des pauses avec leur animal de compagnie finalement. Et ça permet de casser les barrières entre tous. Après, ils ont vraiment des espaces où ils peuvent s'isoler également lorsqu'il y a trop de bruit. Donc vraiment, il y a une bonne balance. Exactement. Formidable. On part en Indonésie. Alors Claire, chez Equipa, il paraît qu'il n'y a plus de managers. C'est vrai ou c'est faux? C'est complètement vrai. Qu'est-ce que c'est Equipa d'abord? Oui, c'est Equipa. Donc Equipa, c'est un cabinet de consulting en méthode agile. Et donc comme ils font du conseil en méthode agile, ils l'ont aussi appliqué à leur entreprise. Et c'est une entreprise où il n'y a pas du tout de manager. On parlait d'égalité homme-femme, pour le coup, ils sont 14, donc 7 hommes, 7 femmes, volontairement. Et c'est une entreprise qui casse un peu les codes du management indonésien traditionnel. Parce qu'on a pu voir que Jakarta est une ville un peu comprise entre modernité et tradition. C'était très intéressant comme région à étudier et comme entreprise également. C'est formidable parce que vous faites le lien avec l'environnement dans lequel est plongée l'entreprise. Donc ça veut dire qu'une telle technique managériale, j'allais dire, pourrait peut-être pas exister ailleurs. Pourquoi ça existe en Indonésie, cette pratique-là? Plus de chefs. Alors, ça n'existe pas qu'en Indonésie, ça existe
un peu dans tous les pays. Mais là, ça nous a marqué parce que la culture du chef en Indonésie est très forte. Ouais. C'est une société qui est assez hiérarchisée. Et donc, le fait de se dire, dans notre entreprise, il n'y a pas de chef, tout le monde est au même niveau, c'est assez révolutionnaire. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans notre tour du monde, c'est qu'on essayait de comprendre d'abord la culture du pays pour comprendre la culture des entreprises et voir comment est-ce qu'elles peuvent innover. Parce qu'au Danemark, dire on n'a pas de chef, c'est assez innovant, mais pas tant que ça parce qu'ils ont aussi une culture d'horizontalité. En Indonésie, dire on est une entreprise où il n'y a pas de manager, pas de chef, c'est assez innovant. Oui, parce que le leader, c'est une notion très importante chez eux. Ouais. Exactement. Caroline, vous êtes prête? On part en Inde. Ah ben non, on part pas en Inde parce que j'ai rien préparé sur l'Inde. On part en Australie plutôt. Chez ANZ, qui est la 3e banque australienne, les salariés appartiennent à des tribus dans lesquelles ils choisissent leur chef. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vous le diriez pas comme ça, je suis sûre. Alors c'est quoi ces histoires de tribus? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est en Australie, on nous parle de tribus dans une entreprise. Enfin, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, une tribu, c'est un groupe de 20 à 150 personnes qui sont capables de se reconnaître dans leur bon. Et en entreprise, donc, ce sont des tribus au sein de départements comme une famille. Il y a une véritable culture de consensus au sein d'une même tribu. Ils choisissent de leur chef, donc le leader de la tribu, par un vote de manière totalement démocratique, ce qui permet en fait de légitimer le leader et le chef. Et donc le manager devient plus que le chef, donc il devient un leader. Donc c'est comme ça que ANZ a choisi de remodeler ses équipes. Donc ANZ, c'est la 2e banque d'Australie, la première de Nouvelle-Zélande. C'est vraiment un mastodonte de 60 000 employés. Et donc c'était vraiment un vrai pari de passer dans cette transition-là. Et donc on parle donc de management agile, puisque le management en tribu, c'est une branche du management agile. Après, ça passe par des petites choses toutes simples. Les réunions sont transformées en cérémonies. Donc, il y a une vraie culture. Ouais. Chaque tribu a son propre logo, etc. Et je me demandais, Caroline, est-ce qu'on peut évoluer au sein de cette entreprise? Parce que si on appartient à une tribu, ça va être difficile de la quitter, non? Eh bien sûr, en fait, on peut évoluer au sein d'une tribu. Elles sont intercroisées, un peu comme le fonctionnement de la méthode agile. Et on peut devenir chef de chapitre, on appelle ça, ou chef de guilde, et permettre donc d'avoir des interactions entre tribus. Et en fonction des projets, il y a une vraie flexibilité qui s'instaure, et il y a une possibilité de changer à tout moment, du moment que tous les membres de la tribu sont d'accord pour accepter la personne. Ouais, c'est très particulier aussi. On continue, on finit notre tour du monde parce qu'on n'aura pas le temps de tous les faire. On est en Nouvelle-Zélande, si je ne m'abuse. On est chez Jade World. Et il paraît que Est-ce que c'est vrai que dans cette boîte, ce sont les équipes qui font passer les entretiens de recrutement et qui choisissent leurs futurs collègues? Oui, alors c'est vrai aussi. Donc chez Jade World, en effet, ils se sont inspirés un peu de la méthode Google, à savoir que comme chez Google, les entretiens donc de recrutement sont faits par l'équipe dans laquelle le nouveau collaborateur va être intégré. Donc ça permet de gagner du temps au niveau du processus de recrutement, de savoir si de suite la personne va bien s'intégrer au sein de l'équipe ou pas. Et la particularité en plus de Jade World, c'est que pendant une journée entière, le candidat va être en immersion totale dans l'entreprise. Il va avoir un problème un peu à résoudre. On va lui donner une sorte de cas, une sorte d'objectif à atteindre à la fin de la journée. Et l'important, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est pas de voir en combien de temps il va réussir, ni même de savoir s'il va réussir ou pas. C'est de voir comment il va faire pour réussir, comment il va interagir avec les autres. Parce que l'important pour Jade World, c'est vraiment de conserver sa culture d'entreprise, de conserver l'esprit de collaboration et le bon esprit qu'il y a entre les collaborateurs. Donc forcément, faire venir quelqu'un, ça permet de faire grandir l'entreprise, ça peut bousculer aussi l'entreprise. Et eux, ils ont décidé de directement savoir si la personne est capable ou pas de pouvoir échanger et interagir. Il n'y a pas de recruteur, alors il n'y a pas de RH qui se mêle du processus? Alors il y a des personnes en RH qui vont
collecter un peu tous les CV et faire présélectionner les candidats, même s'ils nous ont dit qu'ils ne s'occupaient pas vraiment du diplôme ni des compétences, mais ils vont faire déjà une petite sélection et après les RH vont organiser les journées auxquelles les candidats sont intégrés parce que il va y avoir par exemple 5 candidats pour un poste. Ces 5 candidats vont avoir les mêmes chances de s'intégrer en faisant chacun une journée. D'accord. Vous avez une bonne mémoire, vous vous souvenez de tous ces processus. Est-ce qu'on va au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud? Est-ce qu'il y a une innovation managériale dont on n'a pas encore parlé là, dans ce quiz et sur lequel vous aimeriez faire un zoom au Canada, aux États-Unis ou en Amérique du Sud, l'une et l'autre? Caroline, peut-être? En Amérique latine, donc là, je pense à Mercado Libre. Ouais. Donc c'est en Argentine, une start-up qui est devenue une licorne aujourd'hui. Il fait tout ce qui est paiement en ligne, paiement sans contact dans le pays, mais qui s'est développé également dans l'assurance. Et qu'est-ce qu'elle a d'innovant alors Et en donc management? Voilà, ils ont fait le choix de raccourcir leur temps de réunion à moins de 20 minutes et avec 8 personnes maximum. Donc là, c'est assez innovant parce que ça leur a permis de gagner en productivité dans un laps de temps beaucoup plus court, sachant qu'en Argentine, les Argentins ont tendance de commencer les réunions par un peu personnel ou pour détendre un peu l'atmosphère. Ouais. Donc là, ça leur permettait vraiment de rentrer dans le vif du sujet rapidement et trouver donc des solutions de manière dans un laps de temps plus court. Très bien, ouais, c'est effectivement assez innovant. Claire, vous avez une petite dernière dans un pays qu'on n'a pas encore évoqué? De même, on va rester en Amérique latine. Moi, je vais parler du Costa Rica, donc de l'entreprise FIFCO, qui est le premier producteur de boissons alcoolisées et non alcoolisées du pays, et qui a vraiment mis en place un management qui va s'occuper des employés, de leur famille et de la communauté. Donc en fait, ils ont remonté leur salaire pour éradiquer l'extrême pauvreté au sein de leur entreprise parce que le Costa Rica est un pays d'Amérique centrale qui se porte très bien, mais qui, comme les autres pays d'Amérique centrale, reste encore avec des niveaux d'extrême pauvreté et de pauvreté assez hauts. On ne redistribue pas assez. Exactement. Ils ont fait aussi un programme d'aide pour les enfants des employés. Ils vendent aussi via une ONG des produits qui permettent d'éradiquer la malnutrition des enfants. Et en même temps, les employés ont des jours payés où ils vont pouvoir faire des œuvres pour l'environnement, pour les pauvres, pour donner des cours. Vraiment un management qui n'est pas juste centré sur l'entreprise ou les collaborateurs, mais vraiment qui va au-delà. Oui, qui est basé en fait sur l'impact qu'on peut avoir sur la société tout entière, ce qui est aussi dans la mission, dans le rôle d'une entreprise finalement. Oui. Alors j'ai envie de vous demander maintenant à toutes les deux une petite série de questions comme ça sur vos coups de cœur, sur les découvertes que vous avez faites. Dans quelle entreprise est-ce que vous aimeriez travailler? Claire d'abord. Alors la question est difficile parce qu'on a vu quand même beaucoup d'entreprises, toutes très innovantes, toutes vraiment... sympa. Mais s'il fallait en choisir une, c'est dur. Avant cette période de Covid, j'aurais pris Adastra Rocket au Costa Rica. Maintenant, avec le Covid, je choisirais Connect & Go. Donc Connect & Go, c'est une entreprise qu'on a visitée à Montréal qui fait des bracelets de paiement sans contact. Ils ont fait aussi des partenariats avec Visa où ils faisaient carrément des tatouages temporaires de paiement. Et ils sont innovants d'un point de vue managérial? Alors, ils sont très innovants d'un point de vue managérial et d'un point de vue inclusion de la diversité des profils parce que le PDG est déjà quelqu'un qui nous a accueillis en disant « Moi, j'ai plein de troubles, je suis hyperactif, dyscalculique, dysorthographique. J'ai fait plusieurs fois faillite en faisant des entreprises parce qu'il adore créer des entreprises. » Et ses filles sont également comme ça, donc à côté il a créé une école pour les enfants, mais au sein de son entreprise, il s'attache à recruter des personnes avec des profils différents. Donc par exemple, il y a des personnes autistes, il a dit que c'était très important pour lui de mélanger différentes méthodes de pensée, moyens de penser au sein de son entreprise. Et pourquoi cette entreprise maintenant qui a eu le Covid? Parce que c'est une entreprise dans l'événementiel. Et l'événementiel a été extrêmement bousculé. Durement impacté, oui. Pendant cette période. Et c'est quelqu'un qui, même pendant cette période, a continué à réfléchir comment faire évoluer son entreprise, comment encore innover, comment assurer le bien-être de mes employés quand le secteur dans lequel évolue mon entreprise est durement impacté.
Et c'est ça que je trouve inspirant et c'est pour ça que j'aimerais travailler dans ce type d'entreprise. Et d'ailleurs, ils recrutent, j'ai vu ce matin. Donc c'est génial. En fait, vous avez un peu fait votre lettre de motivation, là. Vous pourriez peut-être voilà. qu'il va nous écouter. Caroline, dans quelle entreprise est-ce que, au final, vous aimeriez travailler pour de vrai, si vous pouviez choisir? Alors, du coup, moi, ce serait plutôt au Danemark, chez IEH Nordic. Donc, IEH Nordic, c'est la Great Place to Work 2019 au Danemark, qui attire aujourd'hui les jeunes talents danois, où en fait, l'adage populaire travailler moins pour gagner plus est devenu une vraie réalité. IEH Nordic, c'est une agence de marketing digital de 50 employés et qui s'est lancé le pari donc d'instaurer la semaine de 4 jours. Donc, la semaine de 4 jours, c'est ce qu'ils appellent la 4-day, 30 hours weekday, une semaine de 30 heures répartie sur 4 jours pour sortir plus d'innovation et de productivité en un laps de temps beaucoup plus court afin de permettre aux employés de profiter de leur famille et également donc d'être plus, mieux dans leur peau au travail. Vous y croyez, Caroline, vous y croyez, vous, à cette semaine de 4 jours? Vous pensez que c'est possible de bosser 4 jours seulement et donc concentrer, en fait? Ça fait quoi? Ça fait 8 heures par jour? Ouais, enfin, ça paraît faisable, ouais. Ce qu'on fait, d'ailleurs. J'y crois très fortement, en tout cas au Danemark, parce qu'ils ont instauré la méthode Pomodoro. Donc, la méthode Pomodoro, c'est un découpage du temps qui leur a permis, qui a été inventé dans les années 80 par l'italien Francesco Cirillo, et qui leur a permis donc de mieux gérer leur temps. En fait, la méthode Pomodoro, c'est travailler 25 minutes, effectuer une pause de 5 minutes et réitérer ce schéma avant de faire une pause plus longue de 20 minutes. C'est bien connu des étudiants, Caroline. C'est bien connu des étudiants, cette histoire. Hein. Mais alors, au travail, ça marche un petit peu moins, mais bon. Au travail, ça marche un petit peu moins. En tout cas, dans cette entreprise, ça marche extrêmement bien. En fait, c'est grâce à ça qu'ils ont pu passer à la 4 days work week. Ils ont des petites loupiottes sur leur ordinateur qui leur permettent de voir si les collaborateurs sont disponibles ou pas, s'ils sont dans le cycle de Pomodoro. À savoir que ça marche très bien dans cette entreprise parce que ce sont des codeurs essentiellement. Et donc, dans ce domaine-là, ils ont besoin d'un temps de concentration énorme sans être perturbés par des collaborateurs, des mails ou checker tout le temps des appels, etc. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont devenus une des Great Place to Work au Danemark, en tout cas. Ok, avec une belle une innovation qui paraît toute simple, mais qui finalement leur a changé la vie, quoi. Alors, autre question, le pays où la qualité de vie au travail vous paraît être une vraie priorité et pas bullshit, hein. Le choix est compliqué entre l'Islande et le Danemark, forcément. On sait que un pays du Nord, en tout cas. Oui, on sait qu'au niveau des pays scandinaves, ils sont quand même assez à la pointe et c'est une réalité. On confirme. Peut-être, moi, je pencherais plus pour l'Islande. Parce qu'ils sont dans une zone qui est quand même assez compliquée, avec un jour complet en été, qu'on a pu vivre d'ailleurs, où il n'y a pas du tout de nuit, il est 2 h du matin et on dirait qu'il est 14 h, ou l'hiver, où il fait complètement nuit, avec beaucoup de neige, des tremblements de terre, enfin vraiment... ça a l'air cool. C'est magnifique, mais un pays où la vie n'est pas forcément évidente. Donc, du coup, ils sont obligés d'en rajouter sur. Ils sont obligés d'en rajouter et ils ont. Et on peut s'en inspirer. Ouais. Ils font beaucoup de méditation, beaucoup de yoga. Il y a vraiment un culte du corps au sein de la culture islandaise où ils vont dans les bains d'eau chaude, ils se mettent de la boue sur le corps, ils font des saunas, ils essayent de bien manger. Donc vraiment, c'est une bonne source d'idées aussi. Caroline, dans quel pays est-ce que ce serait le plus facile d'équilibrer sa vie de parent si on a des enfants, sa vie de parent et sa vie professionnelle? Du coup, sans hésiter, le Danemark et peut-être le Costa Rica aussi aujourd'hui, qui ont beaucoup de similitudes. C'est les pays où les gens sont les plus heureux au monde, au travail et dans la vie de tous les jours. Mais donc, si je reviens sur le Danemark, en fait, il y a une flexibilité du travail à domicile qui est rendue possible grâce aux nouvelles technologies, qui permet en fait de bien avoir une vie de famille et avoir une vie également professionnelle.
Les Danois utilisent énormément Skype for Business, encore FaceTime. Presque tout le monde a un portable et Internet qui est payé par l'entreprise afin que chacun puisse travailler de chez soi si besoin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pendant la crise du coronavirus, par exemple, ils ont vraiment pas mal réussi à bien gérer cette situation inédite. Ouais. Également, en fait, la famille, l'importance de la famille, ça se reflète dans la société danoise. Elle a une place cruciale dans la société. Les Danois travaillent plutôt de 7h à 15h. Arrêtent donc leur travail assez tôt pour aller chercher leurs enfants à l'école, quitte à retravailler le soir. D'accord. Ouais, donc et donc, c'est vraiment une bonne méthode, je trouve, pour avoir une bonne balance. Et d'autre part, il y a une hiérarchie très plate, une culture du consensus au Danemark. Tout employé a son mot à dire, il n'y a vraiment pas de tabou, il y a beaucoup de liberté et tout est basé sur la confiance entre employé et employeur. Donc je pense que c'est relativement important lorsqu'on a envie d'avoir une vie de famille épanouie et une vie professionnelle épanouie. C'est un ingrédient très important, effectivement. Je voulais vous demander à toutes les deux aussi, est-ce qu'il y a une innovation managériale que vous avez trouvée un peu bullshit ? C'est-à-dire qu'en fait, sur le papier, ça avait l'air vachement bien, mais en réalité, c'était pas très efficace, quoi. Alors, bullshit, peut-être pas, mais pour moi, c'était justement la Pomodoro technique qui a magnifiquement fonctionné pour IH Nordic. Oui, comme vient de le décrire. Exactement, Caroline, et qui était vraiment génial, qui leur a permis de pouvoir après amener d'autres innovations managériales. Et on a vu après Jade Ward, justement, en Nouvelle-Zélande, dont on a déjà parlé, et qui a aussi tenté de mettre en place cette Pomodoro technique, et qui a été un échec complet, parce que dans la culture en Nouvelle-Zélande, c'était un peu mal vu de mettre sa lumière rouge ou verte tout le temps. Enfin, ça n'a pas fonctionné parce que les personnes, si elles avaient quelque chose à demander, elles n'allaient pas forcément vérifier si c'était vert, si c'était rouge. Et donc, ils ont décidé de l'arrêter. C'est un peu des latins, et c'est ça aussi qui était intéressant vraiment dans notre tour du monde, c'était de voir que, en fonction de la culture d'un pays, vraiment, comme j'ai dit pour l'Indonésie, une technique va très très bien marcher. Et dans un autre pays, avec une culture différente, ça ne va pas du tout marcher. Et c'est ça, le fait de passer de 2 semaines en pays, on pouvait se dire, ah ben là ça avait bien marché, mais comme la culture est différente, ah ça marche plus. Et c'est ça qui est super avec ce genre de learning expedition, c'est de pouvoir capter la culture des pays, capter la culture des entreprises et voir ce qui fonctionne pas, et pouvoir faire des comparaisons super rapidement. Ce que vous retenez effectivement, c'est que la culture managériale, elle est imbibée de l'environnement, quoi. On ne peut pas en avoir une. Je voudrais vous demander aussi à toutes les deux, alors je commence par vous Claire, si vous étiez manageuse aujourd'hui, quels seraient les principes que vous mettriez en place pour bien bosser avec votre équipe et pour que votre équipe, elle bosse bien avec vous? Un principe, et après je demande la même chose à Caroline, un truc qui vous tient vraiment à cœur, quoi, que vous trouvez super important. Alors pour moi, ce qui est très important, forcément, c'est l'engagement, parce que sans engagement, on ne peut pas collaborer convenablement, à mon sens. Et ça veut dire quoi l'engagement? L'engagement, pour moi, c'est la volonté que va avoir un collaborateur de bien faire de s'impliquer, de bien faire son travail, que ce soit déjà pour lui-même, que ce soit pour les autres collaborateurs, mais que ce soit aussi pour l'entreprise in fine. Mais du coup, comment ça se décrète pas, ça ne s'instaure pas. On ne dit pas, toi, tu vas t'engager. Donc, non. Comment vous faites? Pour moi, ce que je trouvais assez inspirant, c'est tout ce que dit Simon Sinek sur la question du sens. Un collaborateur sera engagé si l'entreprise a un sens qui va au-delà de sa simple fonction. Et c'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure FIFCO, parce que pour moi, c'est une entreprise qui ne fait pas juste de la production de boissons, mais qui va au-delà en s'occupant de la communauté et de la famille, et qui permet un plus grand engagement, parce que les personnes auront moins de problèmes d'argent, auront moins de problèmes au niveau de leur famille. Tout globalement. Et en fait, ils vont aussi s'impliquer au niveau de la communauté. Voilà. Caroline, si vous étiez manageuse, qu'est-ce que vous instaureriez pour que votre équipe bosse bien avec vous et que vous bossiez bien avec elle? Moi, ce qui est super important pour moi, c'est la relation de confiance entre l'employé et l'employeur. Et donc ça passerait par une identification des valeurs fortes à l'entreprise. Notamment, je pense que c'est très important aujourd'hui dans un monde qui est dit un peu VUCA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu, où il faut sans arrêt se réinventer, sans arrêt faire face à la volatilité des situations et rebondir très rapidement, vraiment avoir un coup d'avance là-dessus. Et c'est pas grave si y a des échecs. Pour moi, c'est extrêmement important. Et je pense que ça passerait donc par une véritable culture
du consensus avec une édification, par exemple, d'une charte de valeurs votée par tous les employés. Et pourquoi pas adopter, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, le management en tribu. Ça pourrait être une bonne application, je pense, pour instaurer une confiance forte entre employés et employeurs, et bien sûr entre tous les collaborateurs. Alors, on a bien compris que si une entreprise vous embauche, hein, Caroline, si on vous embauche, en fait, vous allez bouger les murs, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je vous demande qu'est-ce que vous allez faire dans votre équipe, vous me répondez, bon, bah alors au niveau global, je vais faire ça, enfin, il faudrait faire ça, etc. Et dans votre équipe, par exemple, aucune des deux, vous m'avez parlé de l'écoute. Parce que l'écoute, c'est joli, hein, c'est vachement bien comme principe managérial. En réalité, c'est très très dur à instaurer parce qu'un manager, c'est super occupé. Un manager, il a 1000 trucs à faire et ne serait-ce que écouter ses collaborateurs, c'est pas toujours évident. Il n'y a pas un truc que vous avez observé dans un pays où justement on peut accorder de l'attention et de l'écoute à des salariés? Il n'y a pas quelque chose que vous avez observé comme ça? Oui, Caroline? Du coup, je pense beaucoup à l'Indonésie. Il y a une vraie culture de l'écoute active. Donc, l'écoute active, c'est vraiment, on laisse la personne parler sans l'interrompre. Et ensuite, on embraye pour creuser plus sur le sujet dans lequel elle vient de nous parler. Et en Indonésie, c'était vraiment ça. Et même dans les entretiens qu'on avait avec les entreprises qu'on visitait, mais ça faisait du bien, en fait, de pas toujours, de prendre le temps, d'écouter l'autre, d'analyser et ensuite, donc, de rebondir sur des sujets et de poser nos questions. Pas être tout le temps on est là pour creuser, pour aller chercher, etc. Et plutôt écouter l'autre et voir ce qu'il a à nous donner. On vient de passer une image à l'écran, Claire. C'était qui? Donc, c'était le PDG de Logistimo, qu'on a vu à Bangalore en Inde. Et Logistimo, c'est une personne qui est américaine, de nationalité américaine, mais d'origine indienne, et qui a choisi de façon très inspirante d'aller en Inde pour fonder son entreprise qui permet de gérer un peu toute la chaîne d'approvisionnement des médicaments et des vaccins dans les zones rurales d'Inde. Ah oui, c'est carrément d'actualité en plus. Oui. Et en fait, c'est une des personnes qui nous a le plus inspiré pendant ce tour du monde parce que le fait de se dire je suis américain, je ne connais pas du tout l'Inde, mais c'est quand même mon origine, mes racines, et je vais y retourner avec mon frère pour faire notre entreprise et aider aussi notre pays à travers cette entreprise. C'est quelque chose de très inspirant. Ils font aussi toute une méthode agile, un peu en tribu. C'était une belle entreprise qui vous a aussi beaucoup inspiré. Je ne vais pas vous lancer sur toutes les personnes que vous avez rencontrées qui vous ont inspiré parce qu'on est encore là jusqu'à demain matin, mais je pense qu'on l'entend bien justement dans les podcasts que vous proposez et aussi dans des petites fiches que vous avez rédigées pour une collection qui s'appelle Les Incollables, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Je vous invite vraiment à aller lire tous ces travaux parce que c'est très riche, c'est extrêmement instructif. Alors avec le recul, j'ai envie de vous demander à vous Caroline et à vous Claire, avec le recul, vous avez choisi des entreprises avant de partir. Est-ce que votre choix était le bon? Est-ce que vous pensez que c'était un bon panel? Moi personnellement, je pense que c'était un bon panel parce qu'on a vu des startups, même des toutes petites entreprises où ils peuvent être 3-4 et des grands groupes où ils sont plus de 60 000. Ouais, donc bon équilibre start-up grand groupe. Exactement. Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a... Oui, Caroline. Oui, on a aussi, je peux rajouter, visiter des ONG, des initiatives citoyennes. Donc ça, c'était intéressant aussi parce que le management, en tout cas, moi, je pars du principe, c'est quand il y a une relation entre deux personnes, à partir de là, il y a du management. Et donc, on n'avait vraiment pas envie de se bloquer sur grands groupes, start-up qui fonctionnent très bien, etc. Mais aussi aller taper dans des ONG qui... D'accord. Vous me disiez en préparant cette émission que en fait, vous avez été vraiment étonné par le fait que beaucoup de gens, vous aviez contacté via les réseaux sociaux, vous avez dit ouais, ok, venez nous voir, il n'y a pas de souci. En fait, au départ, vous pensiez qu'on allait vous prendre pour des espionnes, non? C'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on s'est très vite rendu compte de la force que peut avoir notamment LinkedIn, où il suffit d'envoyer quelques messages aux personnes, de leur présenter le projet, de leur dire écoutez, nous sommes dans ce pays, dans cette ville, de telle date à telle date. Est-ce qu'il serait possible de pouvoir
visiter votre entreprise et vous poser plus de questions sur votre management. Et on a eu beaucoup de réponses positives puisqu'on a quand même réussi à visiter 60 entreprises en 6 mois. Qu'est-ce qui a joué d'après vous? Est-ce que c'est parce que vous êtes étudiante, vous êtes, je sais pas, vous avez peut-être fait une lettre de motivation spéciale? Qu'est-ce qui a joué? Déjà, c'est vrai qu'il y a une véritable bienveillance envers les étudiants de la part des entreprises qui se sont dit, c'est des étudiantes, on aime partager aussi ce qu'on fait, donc on va leur montrer. Et c'est aussi des étudiantes qui seront amenées plus tard à travailler dans une entreprise puisqu'on est toutes les deux en école de commerce. Mais aussi, je pense que c'est des entreprises qui sont innovantes. Et quand une entreprise est innovante, elle a aussi envie de faire parler d'elle, elle a aussi envie de montrer ce qu'elle a réussi à faire, célébrer ses succès, et ça fait aussi partie de ce qu'elles sont prêtes à faire parce qu'elles nous ouvrent leurs portes. Et de leur marque employeur et tout ça, de travailler tout ça, effectivement. Parce qu'elles savaient que vous étiez des ambassadrices aussi. Caroline, est-ce que finalement cette expérience vous a permis d'acquérir des compétences qui pourront vous servir en milieu professionnel? Est-ce que vous avez appris des trucs vraiment très concrets, quoi? Bah, de toute manière, on n'était que toutes les deux, de A à Z. Le démarchage, il a fallu démarcher, trouver des partenaires pour financer le projet. Donc en fait, on a gagné le concours, mais il fallait donc pour partir et adapter notre tour du monde, c'était au budget qu'on allait récolter. Donc il y a déjà eu ça. Ensuite, toute la logistique, s'organiser, où est-ce qu'on allait faire, comment, quel transport, quelle ville. Vous avez tout fait vous-même? De la communication sur tous les réseaux. Exactement, on n'était que toutes les deux. Il n'y avait pas d'agence de voyage qui vous aidait à faire vos parcours, à choisir vos hôtels, etc. Et non. Alors on est passé par une agence quand même pour les billets. Ouais. Mais sinon, on a tout fait toute seule pour les logements. Et pour le budget, l'évaluer, il y a un site génial qui s'appelle Planificateur à contresens, où on a rentré notre parcours, il nous a sorti le budget, et on a dit ok, on va suivre ça. Et voilà. Voilà, le bon truc. Faire une learning experience. Oui, pardon, Caroline. Okay. Allez-y. Je voulais juste dire qu'on écrivait des articles pendant ce tour du monde sur chaque entreprise qu'on visitait, donc c'était aussi un travail de rédaction très important, des montages vidéo. Et aujourd'hui, c'est des partages d'expériences, des retours d'expériences chez nos entreprises partenaires. Donc ça, c'est très concret aussi de la prise de parole et essayer de pallier à certains problèmes que rencontrent nos entreprises. Je pense notamment à Engie aujourd'hui qui a beaucoup de mal avec le télétravail. Donc avec le coronavirus, c'est pas forcément très facile. Oui, on va leur envoyer cette émission pour les inspirer. Mais ça vous donne pas envie, toutes les deux d'ailleurs, de monter votre boîte de conseil en amélioration managériale? Claire, Caroline? Pourquoi pas? Mais moi, je sais que c'est pas c'est pas le chemin de carrière que j'ai commencé à prendre pour l'instant. Pourquoi? Parce que je suis en stage chez Canal+, donc en contrôle de gestion, édition sport. Alors pareil, avec l'événementiel, c'est un peu compliqué en ce moment. Ça a joué le fait que vous ayez décroché votre stage parce que vous avez fait ce voyage? Non, pas du tout. Oui, tout à fait. En fait, pendant l'entretien, j'ai pas du tout menti sur le fait que je n'avais jamais fait de stage en entreprise, mais qu'en revanche, j'avais fait cette expérience. J'ai su la justifier, dire les compétences que j'ai pu acquérir, dire tout ce que ça m'a apporté. Et je pense que ça a fait la différence parce que finalement j'ai été prise, donc voilà, et je suis ravie. Mais c'est pas le chemin de carrière que j'ai pris, mais par contre j'adore partager sur tout ce qu'on a pu découvrir, revenir sur toutes les découvertes qu'on a faites, regarder sur LinkedIn toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, suivre ce qu'elles sont en train de faire, parce que des fois elles créent justement leur entreprise en conseil. Donc ça veut dire que si on rentre en contact avec vous, vous allez répondre à tous les messages, il n'y a pas de problème. Oui, j'essaye parce que j'étais tellement contente qu'on réponde à mes messages quand je devais pour visiter les entreprises que si on m'envoie un message sur LinkedIn, je répondrai avec grand plaisir. Sur LinkedIn ou ailleurs. Il n'y a pas que les Américains. Caroline, même question. Alors, plutôt sur la Learning Expedition, est-ce que vous avez été, que vous avez faite, est-ce que vous avez été sollicité après, notamment par des étudiants qui voulaient faire comme vous? Oui, alors beaucoup. Pas forcément que de l'EM Lyon, mais d'autres écoles de commerce. C'est vrai qu'il y a une vraie appétence aujourd'hui des étudiants d'aller découvrir le monde, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça va être compliqué là quand même avec le Covid. Ça va être compliqué en fait. Et oui, on a eu beaucoup de chance. Redites-le, vous avez eu beaucoup de chance. Vous êtes rentré en décembre dernier, c'est ça?
exactement, pour Noël. Mais bon, on croise les doigts et on se dit qu'ils vont bientôt pouvoir repartir. En tous les cas, est-ce que au fond, est-ce que vous pensez que c'était mieux de faire cette Learning Expedition ou de commencer votre vie professionnelle par un stage? Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que vous en pensez? Alors avec le recul, moi, je suis super satisfaite d'avoir commencé par une Learning Expedition. Je m'en doutais. Ce qui est assez rare en première année, en fin de première année d'école de commerce, puisqu'on commence souvent par un stage. Donc moi, j'ai un profil assez atypique finalement. Parce que justement, ma question, c'est est-ce que c'était pas un peu trop tôt dans votre scolarité, vu que vous êtes parti, c'était la première année, vous ne connaissiez rien, pardon, en termes de au management, vous connaissiez pas grand-chose aux entreprises. Donc, est-ce que ça a quand même été formateur? Ça a été extrêmement formateur sur tous les points. Tout d'abord, on apprend de la théorie en école, et là, j'étais vraiment dans la pratique d'aller voir donc toutes ces entreprises au niveau professionnel. On développe un réseau qui est extraordinaire. Et également, d'un point de vue humain, c'est incroyable. Et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à faire ce genre d'aventure. On a vécu une aventure à deux avec Claire, avec des échecs, des succès, des coups durs et des moments incroyables où on est libre de faire tout ce qu'on veut. Et on est sur tous les plans manager finalement de notre propre équipe. Vous confirmez? Je confirme totalement. Et à refaire, je le referai 1000 fois. Ouais. Et justement, je trouve que c'était une véritable chance de le faire en fin de première année d'études d'école de commerce. Ah oui. Parce que justement, ça, c'est quelque chose qui se fait plus en année de césure. Et je trouve personnellement ça un peu dommage de prendre 6 mois de son année de césure, parce que normalement, on doit faire 2 stages en année de césure de 6 mois pour faire ce type de Learning Expedition, parce que peut-être qu'on aurait été influencé par nos stages précédents ou un peu biaisé. Nous, on est un peu parti avec un point de vue nouveau, complètement naïf, frais, complètement, mais ça nous a permis d'absorber et de pouvoir comparer rapidement, de pouvoir découvrir sans avoir de filtre. Et c'est ça la beauté de notre expérience. Oui, je trouve aussi. C'est vraiment ce que j'ai remarqué. Parce qu'en fait, quand on lit les fiches, on se rend compte aussi qu'il y a des choses qui existent déjà ailleurs ou qui ont déjà été testées, etc. Mais vous, en fait, vous avez quand même un point de vue assez critique sur tout ça. Enfin, vous le décrivez, alors, sans religion, sans a priori, etc. Donc, c'est intéressant. Je pense que tous les théoriciens du management qui vont lire ce que vous avez fait, qui vont vous écouter, vont dire « ouais, bon d'accord, un de plus ». Alors qu'en fait, je trouve que l'approche est très sympa, ouais. Un truc, toutes les deux, que vous ne voudriez surtout jamais revivre, qui vous est arrivé dans ce voyage? Caroline? Moi, c'est un truc tout simple, mais on a perdu mon sac en Inde pendant beaucoup de transit d'avion. Ouais. Et c'est vrai que c'était un enfer parce qu'on part faire un tour du monde et pendant 2 semaines, on se retrouve sans sac. On partait en Indonésie et il a fallu batailler pour retrouver. Et non, on l'a retrouvé finalement grâce à des Indiens sur place. Oui, on avait tout perdu. Donc ça, c'était un peu compliqué, quoi. Surtout la 3e destination du tour du monde. On disait zut. Claire, et c'est le dernier mot. Alors moi, c'était un problème un peu de visa du coup. On devait faire un très gros vol qui était Nouvelle-Zélande, Montréal, avec plein d'étapes où on revenait en Australie, on passait par Dallas et on allait à Montréal. Et à l'aéroport, donc il était très très tôt, 6h du matin, et ils nous disent oui, alors vos visas, où est-ce qu'ils sont? Et moi, comme on est passé par une agence de voyage, je me suis dit, et qu'elle avait fait mes visas normalement, et que c'est un visa qui était payant, et je m'étais dit, bon, elle a fait mon visa, alors je cherche, et impossible de trouver le visa. Et donc ils me disent, ah bah non, vous n'allez pas pouvoir monter dans l'avion. Sauf que c'était quand même un vol de presque 24 heures avec 3 avions à prendre, donc ah bah non, c'est pas possible. Ouais. Alors en urgence, j'ai fait le visa, et j'aurais montré, voilà, c'est bon, j'ai fait mon visa. Ils font, non, mais il doit être accepté. Et alors je là, bon, est-ce qu'il va être accepté? Et vraiment, peut-être 30 minutes avant que l'avion décolle, j'ai reçu l'acceptation du visa. Alors j'ai vite enregistré mon bagage, et puis on a couru, on a pris l'avion, et tout s'est bien passé en fait. Ce qui était bien, c'est qu'on a eu des galères, et ça c'est obligatoire dans un tour du monde, surtout aussi rapide comme ça, où on fait autant de pays. Mais à chaque fois qu'on a eu une galère, ça s'est toujours très bien terminé.
C'était dur sur le moment. Oui. Le sac, quand Caroline l'a perdu, c'était dur. Après, heureusement, j'avais mon sac, donc je pouvais lui prêter des affaires. Et c'était très dur sur le moment, mais ça s'est bien terminé. Le visa, c'était très très dur sur le moment. En plus, on était fatigués. Mais vous avez aussi appris la gestion du stress. Oui. Voilà, c'est ça, c'est une des Mais ça s'est bien terminé, avez... donc ça va. On n'a pas eu de problème. Après, on a toujours été très... on a toujours fait super attention à tout ce qu'on faisait. Ne pas prendre de risques indus. Pas prendre de risques pour prendre des risques. Vraiment faire attention. Bon, eh bien, écoutez, merci en tous les cas. Merci beaucoup Caroline, merci Claire d'être passée sur ce plateau merci et d'avoir partagé toutes vos expériences, bien sûr là pendant cette émission, mais également dans ce podcast. Hein, je le redis, je vais remettre les liens dans l'article que vous pouvez retrouver sur le cadre emploi et également via toutes les contributions que vous avez laissées sur le web. Hein, quand on tape baroudeuse de l'innovation managériale, on vous retrouve très facilement. Voilà, vous aurez tous ces liens dans les articles. Un très bel été à vous tous et merci encore.